Quand la fierté nationale se heurte au froid de l'hiver, que reste-t-il? Imaginez, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, ces 3 pays qui, pendant 30 ans, ont tout fait pour s'affranchir de l'ombre de Moscou. Eh bien aujourd'hui, ils frappent discrètement à la porte du Kremlin. Pas avec des menaces, pas avec des sanctions, mais avec une simple demande. Donnez-nous du gaz, nos citoyens ont froid. Ce n'est pas un scénario d'affrontement spectaculaire, ni une bataille de mots à la télévision. Non. Tout se déroule dans le silence, loin des caméras, par des intermédiaires, presque à voix basse. Après avoir fait tomber les statuts soviétiques, remodelé l'histoire nationale et exigé la fin de toute dépendance envers la Russie, ces pays se retrouvent de face à une réalité implacable. Les belles paroles ne réchauffent pas les maisons. Les alternatives? Du gaz liquéfié hors de prix, des infrastructures fragiles et des énergies renouvelables qui s'effondrent dès que l'hiver frappe fort. Et là, surprise, la Russie ne répond pas par la force ni par la menace. Elle pose des conditions. 5, très claires, qui ont tout d'un ultimatum silencieux. Des gestes envers les russophones, la restauration de monuments, la réécriture de l'histoire, l'abandon des sanctions. Autant dire que derrière chaque mégawatt, ce sont des principes nationaux qui vacillent. Si cette question reste sans réponse, ce ne sont pas les dirigeants qui payeront le prix, mais bien les citoyens ordinaires, leur santé, leur confort, et peut-être même l'avenir de leur pays. Alors, comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut revenir sur l'histoire tourmentée des pays baltes et leur choix face à la Russie. Depuis 3 décennies, l'indépendance énergétique était un symbole, mais aujourd'hui, les mots ne réchauffent plus. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir au lendemain de l'effondrement de l'URSS. Pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, tout commence par une rupture brutale avec Moscou. Il ne s'agit pas seulement de tracer de nouvelles frontières, mais de reconstruire une identité nationale sur l'opposition à la Russie. On déboulonne les monuments soviétiques, on remanie l'enseignement de l'histoire, on marginalise les russophones. Le message est clair, jamais plus sous l'emprise du Kremlin. Dans cette logique, chaque décision politique s'inscrit dans la confrontation. Les pays baltes rejoignent l'OTAN, soutiennent systématiquement les sanctions contre la Russie et s'affichent comme les champions de l'anti-russisme en Europe. Mais l'indépendance politique ne suffit pas. Il faut aussi se libérer de la dépendance énergétique. Un objectif simple sur le papier, mais un défi colossal dans la réalité. Car même après 30 ans, le gaz russe continue de circuler dans les tuyaux, chauffant les maisons, alimentant les usines, dictant en silence le rythme de la vie quotidienne. Pour se libérer, les gouvernements baltes investissent dans de nouvelles infrastructures, terminaux GNL, interconnexions européennes, développement de l'éolien et du solaire. Mais ces solutions coûtent cher, prennent du temps, et peinent à répondre aux besoins lorsque l'hiver arrive et que la demande explose. La diversification reste incomplète, et derrière les grands discours sur la souveraineté énergétique, la réalité est plus froide. Ignorer la dépendance au gaz russe, c'était prendre le risque d'une vulnérabilité stratégique. Le résultat? Une tension grandissante entre principe et pragmatisme. Parce qu'à la première crise, c'est la population qui paie le prix fort. Hausse des prix, peur de manquer, incertitude sur l'avenir. Mais ce n'est que lorsque les températures chutent et que les factures flambent que la vraie nature du problème apparaît. Quand le froid devient insupportable, même les ennemis d'hier tendent la main. Voilà la scène aujourd'hui. 3 délégations baltes, pourtant fermes sur leurs principes depuis des années, se rendent discrètement à Moscou. Cette fois, il n'est plus question de menaces, de discours fermes ou de sanctions. Ce sont des supplications. Car sous la pression des citoyens, quand les factures de chauffage explosent et que les écoles ferment faute de gaz, les convictions politiques se heurtent brutalement à la réalité du quotidien. Mais la réponse russe n'a rien d'une simple négociation commerciale. Moscou pose 5 conditions, strictes, presque impossibles à accepter. Parmi elles, revoir la politique envers les russophones, restaurer des monuments soviétiques, verser des compensations financières pour les pertes passées. Le reste, tout aussi inacceptable pour les gouvernements baltes,
dont la légitimité repose justement sur le rejet de l'héritage soviétique et l'ancrage à l'Ouest. Dans cette nouvelle donne, le gaz n'est plus une marchandise, c'est une arme silencieuse. Les Baltes essaient de négocier, de marchander, de céder un peu, mais Moscou reste inflexible. Il n'y aura pas de compromis. C'est tout ou rien. Moscou ne cherche pas un gain rapide, mais à imposer un changement en profondeur, à forcer les pays baltes à choisir entre leur survie énergétique et l'ensemble de leurs projets politiques bâtis sur 30 ans. Le dilemme est cruel. Accepter les conditions, c'est risquer un bouleversement politique, la colère des alliés européens, des accusations de capitulation. Refuser, c'est condamner sa population à un hiver sans chauffage, à des hôpitaux sous tension, à voir les jeunes familles partir. Les dirigeants baltes sont piégés entre le principe et la survie, et chacun sent que, quelle que soit la décision, rien ne sera plus jamais comme avant. Face à ce choix impossible, la crise n'est plus seulement énergétique. Elle met en jeu l'avenir même des pays baltes, leur souveraineté, leur identité et la confiance de leurs citoyens. La véritable épreuve commence. Jusqu'où un gouvernement peut-il sacrifier le confort de sa population pour tenir le cap politique, et à quel prix? Chaque nuit froide pèse sur la conscience des dirigeants et fracture la société. Dans les pays baltes, la crise énergétique n'est plus seulement une question de facture ou de température dans les appartements. C'est une ligne de fracture qui divise la société. D'un côté, ceux qui prônent le pragmatisme, prêts à revoir la position du pays pour retrouver du gaz et soulager le quotidien. De l'autre, les défenseurs d'une ligne dure, refusant tout compromis avec Moscou, même si le prix à payer est le bien-être de leurs propres citoyens. Bruxelles et les alliés européens continuent de promettre soutien et solidarité. Mais la réalité est plus amère. Les alternatives au gaz russe restent très limitées. Les prix flambent et les volumes manquent. Les promesses politiques, aussi fortes soient-elles, ne suffisent pas à chauffer les appartements ni à faire tourner les usines. Chaque hausse de tarifs épuise un peu plus les familles et alimente la colère. Des protestations éclatent, la fuite des travailleurs qualifiés s'accélère et des voix s'élèvent pour demander « Pourquoi continuer une confrontation qui nous gèle ?» Le piège se referme. Céder aux exigences russes, c'est risquer d'être accusé de trahison par les alliés et une partie de la population. Tenir bon, c'est sacrifier le confort, voire l'avenir démographique, tant la dépopulation menace. Un autre danger se profile. Si un seul pays cède, la cohésion régionale risque de voler en éclats, ouvrant la voie à une spirale de division et de suspicion. À ce stade, le coût des principes n'est plus abstrait. Il se compte en euros, en degrés, en familles qui songent à partir. Alors, existe-t-il une issue? Et surtout, quelles leçons faudra-t-il tirer de cette crise? Quand la politique coûte le confort des familles, il faut repenser ses priorités. Cette crise énergétique l'a prouvé. Les choix faits au nom des principes, aussi nobles soient-ils, peuvent engendrer des conséquences très concrètes sur le quotidien de chacun. Ce ne sont plus seulement des chiffres ou des slogans, mais la réalité du froid dans les appartements, la hausse des factures, la migration des entreprises, la peur de l'avenir. Face à la Russie, les gouvernements baltes se retrouvent coincés entre la nécessité de rester fidèles à leurs idéaux politiques et la pression grandissante de leurs citoyens, qui demandent des solutions pragmatiques. L'idéalisme a un prix, et le refus de compromis peut se traduire par un coût humain lourd. Baisse du pouvoir d'achat, fuite des cerveaux, fragilisation de la démographie. Quand les familles commencent à envisager de quitter le pays pour un futur plus stable ailleurs, ce n'est plus une question d'un hiver difficile, mais d'un tournant pour toute la région. Pour la Russie, cette stratégie du silence et de la fermeté n'est pas qu'un rapport de force du moment. Moscou mise sur une transformation durable des relations avec ses voisins par l'usure, le temps et la nécessité. La réputation de fiabilité auprès de certains partenaires s'en trouve renforcée, mais la méfiance grandit chez d'autres. Chaque sanction, chaque refus de dialogue a un prix, qui se paie en degrés sur le thermostat ou en familles qui partent s'installer ailleurs. Ne pas tirer les leçons de cette crise, c'est risquer de répéter sans fin les mêmes erreurs et de laisser les citoyens payer la facture de décisions prises bien loin de leur réalité. Alors,
quel choix reste-t-il? Et que pouvons-nous en retenir, nous aussi? Le vrai coup des principes, ce n'est pas dans les discours, mais dans les appartements qui se refroidissent. Ce n'est pas dans les grandes déclarations à la télévision, mais dans ce silence pesant, lorsque la température chute et que la facture grimpe. Pour beaucoup, la crise énergétique entre la Russie et les pays baltes n'est qu'une affaire de politique, de sanctions, de négociations. Mais pour ceux qui vivent cette réalité au quotidien, elle prend la forme d'un dilemme bien plus concret. Doit-on sacrifier son confort, son bien-être, l'avenir de ses enfants, au nom de principes politiques? Derrière chaque mètre cube de gaz non livré, il y a des familles qui comptent la chaleur qui leur reste, qui se demandent comment payer leur prochain hiver. Ce choix, fait à Tallinn, Riga ou Vilnius, a un prix que paient aujourd'hui des citoyens ordinaires, souvent sans avoir eu voix au chapitre. Et la Russie, silencieuse, rappelle que, dans ce bras de fer, chaque décision politique a ses conséquences, et ce ne sont ni des abstractions, ni des slogans, mais des degrés en moins dans les radiateurs. Ignorer ces réalités, c'est risquer de voir le prix à payer grimper encore, en argent, en confort, en stabilité. Le gaz est devenu une arme silencieuse, et la facture, elle, n'est jamais abstraite. Alors, la vraie question reste, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour nos principes ?